Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au thème handicap et sexualité. En guise d'introduction à cet article, j'ai écrit une critique du film Hasta la Vista, qui raconte les aventures de trois Belges, trois jeunes en situation de handicap physique qui partent en excursion en Espagne dans l'espoir de perdre leur virginité. La lire sur mon site ou l'écouter en podcast ou sur YouTube avant d'aborder cet article n'est pas indispensable, mais cela pourra compléter les idées que je vais exposer. L'article de la semaine comporte deux parties. Dans la première, je présente les enjeux spécifiques de la sexualité des personnes handicapées, et dans la seconde, j'interviewe Cybèle L'Espérance, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation et qui vous parlera de son expérience en tant qu'accompagnatrice sexuelle auprès de clients handicapés. Mais tout d'abord, c'est quoi le handicap ? Avant toute chose, il me paraît important de dresser un tableau des problèmes spécifiques que rencontrent les personnes handicapées quand elles veulent avoir accès à la sexualité. Le terme handicap regroupe un grand nombre de réalités différentes. En général, on distingue deux grands sous-ensembles, le handicap mental et le handicap physique, un peu comme si c'était deux mondes à part. Mais après une décennie passée à m'occuper d'enfants placés, je ne vois plus une frontière aussi nette entre ces mondes. Car le handicap physique aboutit parfois à des situations où il est difficile de dire d'emblée à quel genre de déficience on a affaire. Par exemple, face à un enfant qui ne parle toujours pas à 4 ans, on aura vite fait de penser que c'est parce qu'il a plus de mal que les autres. Il est difficile d'imaginer d'autres raisons de son état, et pourtant ça n'a souvent rien à voir. Car parfois, les parents s'occupent tellement peu de leurs enfants que cela donne des résultats désastreux, à tel point que j'aurais été bien incapable d'imaginer dans quel état je pouvais récupérer les enfants avant de les avoir vus moi-même. Sans avoir autant d'expérience que moi dans ce domaine, il suffit d'écouter un sourd parler pour avoir l'impression qu'il est intellectuellement limité. Le fait d'apprendre qu'il est sourd change la donne, mais tant qu'on n'est pas au courant, ou qu'on est jeune et qu'on ne sait pas que son élocution est le résultat de son handicap physique, on peut se demander s'il n'est pas plutôt déficient mental. Par ailleurs, on peut avoir tendance à associer handicap mental et incapacité à raisonner comme les autres, mais c'est faux. Le handicap psychique, qui peut s'apparenter au handicap mental, est la conséquence de diverses maladies comme la psychose ou les troubles bipolaires. Or, ce type de handicap n'a pas d'impact sur le quotient intellectuel. Ces précisions faites, je préviens que je parlerai peu des conséquences du handicap mental sur la sexualité, tout bonnement parce que je ne connais pas assez ses spécificités. En revanche, si vous voulez en savoir plus, un lien vers un rapport de Farida Kames-Chasso, intitulé « Sexualité et handicap mental » vous attend en fin d'article. Abordons maintenant les conséquences sur la sexualité. Le handicap physique, c'est toute une palette de problèmes qui contrarient l'accès à la sexualité, des plus évidents aux plus invisibles. On a coutume de dire que nous sommes tous différents, et c'est vrai. Mais entre le dire et le saisir réellement, il y a souvent un pas. Or, comprendre vraiment cela et l'avoir à l'esprit constamment est indispensable quand on parle de handicap. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder un départ de 100 mètres pour les valides. On peut constater que les coureurs sont différents, et il n'est pas difficile d'imaginer que certains athlètes sont avantagés par leur prédisposition génétique. Mais quand on regarde le même départ aux Jeux handisport, on s'aperçoit qu'il y a des différences bien plus marquées. Mais au-delà de ce qui est visible, on peut citer tout ce qui ne l'est pas, et qui, de ce fait, est plus difficile à comprendre. Par exemple, le fauteuil roulant est un accessoire qui range leurs utilisateurs dans la case « ne peut pas marcher ». Or, il y a de nombreuses différences entre bénéficiaires de tels fauteuils, à commencer par les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dedans.
Le handicap peut être temporaire, ce qui peut se voir quand on exhibe un plâtre, mais ce n'est pas visible quand il s'agit des suites d'un AVC. Et puis le raccourci « fauteuil égale ne peut pas marcher » est faux. Par exemple, Vanessa Drose, que je devais initialement interviewer, m'a expliqué qu'elle peut marcher, mais elle privilégie le fauteuil parce qu'elle a peur qu'on la bouscule. Compte tenu de sa fragilité liée à la maladie des os de verre, c'est un risque qu'elle ne veut pas prendre. Par ailleurs, et pour en venir au thème de l'article du jour, certains handicaps laissent imaginer que l'accès à la sexualité va être compliqué, comme lorsqu'il s'agit de tétraplégie. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne pourra pas y avoir de plaisir, tout dépend des personnes et de la sévérité de l'atteinte. En particulier, à l'image des aveugles qui se concentrent sur leur ouïe, certaines zones du corps peuvent développer une sensibilité décuplée en remplacement des zones habituellement érogènes. À côté de ceux qui sont évidents, il y a également énormément de handicaps plus ou moins visibles qui peuvent être une gêne pour la sexualité. Les chimiothérapies peuvent contrarier l'accès au plaisir en venant dérégler les équilibres hormonaux à la base de la sexualité. Les AVC ont aussi des conséquences sur la sexualité, dont on parle peu parce qu'on ne les voit pas. On s'attache souvent à la perte de mobilité et à l'impact sur la capacité à parler, mais les paralysies peuvent aussi toucher les fonctions sexuelles. C'est d'ailleurs un sujet abordé dans le film Intouchable. Certaines maladies neurologiques peuvent également avoir des conséquences douloureuses ou simplement gênantes. Je connais une femme qui a longtemps eu mal au petit doigt de pied gauche à chaque fois qu'elle était sur le point de jouir. Cela peut faire sourire et même laisser incrédule pour celui qui n'est pas concerné, mais pour celle qui le vit, cela s'apparente à une malédiction. La sexualité, pourquoi c'est compliqué quand on est physiquement diminué ? Quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens, il y a de très nombreuses raisons qui freinent l'accès à une sexualité ou à une sensualité épanouissante. Tout d'abord, la société est formatée pour les standards physiques normaux. De la même façon que tout est conçu dans la rue pour la mobilité des gens en pleine possession de leurs moyens et que le handicap est prévu à la marge, c'est la même chose pour le sexe. Par exemple, si vous entrez dans un sex shop avec un corps aux proportions inhabituelles, vous ne trouverez rien à votre taille. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas profiter de votre corps, mais vous aurez toujours moins de choix que les autres. Cela peut paraître secondaire, mais ajouté au reste, ça finit par compter. Le regard de la société est souvent un frein à une sexualité épanouie. Si vous possédez un corps normal en pleine possession de ses moyens, vous provoquerez l'envie, le désir et l'excitation chez votre partenaire. Aussi frustrant et injuste que cela puisse paraître, ce sera plus compliqué si vous êtes une personne handicapée. C'est déjà gênant de ne rien provoquer, mais souvent le sentiment qui apparaît, c'est la pitié. Or, la pitié est un tue-l'amour très efficace. Certaines organisations ont la palme dans ce domaine, comme les églises des différentes religions par exemple, qui ont un rapport à la sexualité qui est déjà compliqué pour les valides. Les proches des personnes en situation de handicap sont également, parfois, un frein pour leur sexualité en les surprotégeant ou en leur imposant la gêne qu'ils éprouvent eux-mêmes pour ces sujets. Ils peuvent également avoir peur qu'on abuse des faiblesses de leurs parents ou enfants diminués. Or, il est également difficile de jouir quand on se sent victime, ou qu'on se sent enfermé dans les préjugés de ceux qui s'occupent de nous. Il est d'autant plus compliqué pour les handicapés de s'extraire de ces schémas délétères, car ils sont l'expression de l'amour des proches qui ne voient pas forcément où est le problème. Par ailleurs, les personnes handicapées sont parfois leurs propres ennemis, car ils peuvent être amenés à rejeter de potentiels partenaires par peur d'être rejetés eux-mêmes. Et cela doit être d'autant plus difficile à vivre que ça fait déjà très mal quand on est valide. Suivant les cas, les personnes en situation de handicap peuvent se fatiguer plus vite que la moyenne, ce qui est évidemment aussi un frein à la sexualité.
Enfin, les personnes handicapées peuvent être en recherche d'une sexualité la plus confortable et la plus sécurisante possible. Or, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en particulier quand on est adepte du BDSM et de certaines de ces pratiques qui nécessitent à la fois souplesse, endurance et résistance à la douleur. En conséquence, j'imagine que ça vient encore réduire le champ des possibles. Évidemment, cette liste de freins n'est pas exhaustive. Cybèle L'Espérance, à qui je vais maintenant donner la parole, va probablement nous en apprendre plus sur ces sujets. Bonjour Cybèle L'Espérance, merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré au thème handicap et sexualité. Bonjour. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est de vous présenter et de nous dire un petit peu quelles sont vos diverses activités, et notamment ce qui concerne le sujet du jour. Oui, moi je m'appelle Cybèle, je suis dans la quarantaine, j'exerce le travail du sexe depuis une dizaine d'années. J'ai commencé comme sugar baby, même si j'étais déjà début trentaine. Sugar baby, donc un type de relation de travail du sexe. Ensuite, j'ai migré vers l'escorting assez rapidement parce que c'est mieux payé, et c'est un travail différent mais qui peut être très relationnel. Et dès mes départs, j'ai effectué un style d'accompagnement sexuel, surtout pour des personnes qui avaient des difficultés relationnelles, donc des personnes puceaux dans la fin vingtaine, début trentaine par exemple, des personnes avec beaucoup d'anxiété, des personnes autistes, en tout cas sur le spectre de l'autisme. Et depuis 2018, j'exerce aussi comme accompagnante sexuelle. J'ai été formée par une association qui s'appelle l'APAS en France. Et ceux-ci me mettent en relation avec des personnes en situation de handicap. Et il y a des gens qui viennent à moi aussi, directement par mon site, par mes activités un peu plus publiques. Moi-même, je précise, je suis handicapée. J'ai un handicap invisible, des douleurs chroniques qui me fatiguent beaucoup, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un travail plus souple comme le travail sexuel pour gagner ma vie. D'accord. Alors, une des toutes premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous en êtes venu finalement à devenir assistante sexuelle et pourquoi en particulier à destination des personnes handicapées? En fait, moi déjà quand j'ai commencé mon travail en tant qu'escorte, j'avais une attirance pour des personnes qui avaient des difficultés, et donc mon frère il est sur le spectre de l'autisme. Je savais que j'étais déjà attirée facilement par ce type de profil. À l'époque, je considérais pas ça de l'accompagnement sexuel parce que je ne connaissais pas le concept. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus en France. Et les rares fois où j'avais été sollicitée pour le handicap physique, je voyais bien que j'avais des freins, c'est-à-dire que j'avais la crainte de mal faire, la peur de brusquer les gens, de dire un truc qu'il faut pas, de pas bien faire les choses. Bon, bref, tout ça, hein, de faire mal aussi. Et une fois en France, j'ai eu cette réflexion en lien avec une personne qui fait du cinéma et qui voulait faire une fiction sur l'accompagnement sexuel. Et moi, j'ai pris une pause dans le travail sexuel à cette époque-là. J'ai décidé avec elle de suivre cette formation parce que je me rendais compte qu'il y avait des besoins, parce que juste en parlant du travail sexuel avec des amis soignants, ils me disaient: ah oui, mais comment on fait? Moi, j'ai un mec que je connais, il aurait besoin d'être accompagné. Comment on trouve quelqu'un de fiable, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais tout à fait capable de faire ça. Et j'ai suivi cette formation, j'ai déconstruit un peu plus mon rapport au handicap. Voilà. C'est quelque chose qui me fait réagir, hein, ce que vous venez de dire, le fait de déconstruire le rapport au handicap, parce que c'est quelque chose qui est pas évident à aborder d'emblée. Donc, je me rends compte au travers des réponses que vous venez de donner que vous avez peut-être eu plus de facilité parce que le handicap est déjà présent dans votre famille, si j'ai bien compris. Oui, le handicap de mon frère qui l'a pas nécessairement freiné dans sa vie, hein. Le handicap peut être à divers degrés. Moi, je suis aussi malentendante, par exemple. J'ai été appareillée il y a 2, 3 ans. L'idée voilà, je fonctionnais quand même. Je fonctionnais au quotidien. C'était un handicap, mais qui n'était pas invasif, intrusif dans ma vie. Et après, j'ai eu des amis en situation de handicap visible dans ma vie, notamment avec spina bifida quand j'étais assez jeune, et puis quelqu'un qui a eu un accident grave et une blessure au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est vrai que au Québec, là où j'ai grandi, parce que voilà, je suis canadienne et j'ai migré
en 2016, il y a un peu plus dans l'espace public la présence des personnes en situation de handicap, il y a un peu plus, je crois, d'adaptation. Et une fois en France, je me suis posé un peu toutes ces questions qui n'étaient pas venues à moi par le passé, en étant en contact avec des personnes qui voyaient bien ces difficultés. D'accord. Alors, une des questions que j'avais aussi envie de vous poser, c'est, alors sans aborder la question de la légalité, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, la légalité de l'assistance sexuelle en France, je veux dire. La question que j'avais envie de poser, c'est comment vous trouvez en pratique ces clients? Oui, alors client ou bénéficiaire, hein, ça dépend de la façon dont on le voit. Moi, j'essaie d'éviter tout ce qui est patient, notamment parce que pour moi, l'accompagnement sexuel, c'est pas un soin, c'est-à-dire c'est un moment où on sort de la symbolique du corps soigné pour aller vers un corps de plaisir. Et c'est pour ça que bénéficiaire, je trouve ça tout à fait adapté. Mais mes patients, c'est trop, ça réfère trop au milieu médical. Je ne suis pas une professionnelle de santé. Donc, ce sont des accompagnés, des bénéficiaires ou des clients, si on revient plus au vocabulaire du travail du sexe. Moi, je les trouve soit parce que ils arrivent sur mon site web via des annonces qui sont typiques du milieu de l'escorting. Et une fois qu'ils sont sur mon site web, il y a une section qui parle un peu des besoins particuliers, sans nécessairement nommer des handicaps précis. Je parle de mon expérience. J'ai aussi un lieu de réception qui est adapté et je le mentionne. Je dis que tout est accessible PMR, donc personne à mobilité réduite. Et à partir de ça, j'ai un certain nombre de personnes qui arrivent à moi, qui sont des personnes handicapées et qui souhaitent avoir des services et qui peuvent me prévenir avant ou pas. Ils peuvent venir comme si c'était une rencontre plus naturelle aussi. Ils peuvent rechercher une rencontre plus naturelle et pas axée sur leur handicap, malgré une expérience, malgré les difficultés. Et après, j'ai la PAS qui m'envoie des demandes de mise en relation qu'ils reçoivent. Donc, je peux voir un peu le profil de la personne, si j'accepte de l'accompagner, si j'accepte de me déplacer aussi loin, si les personnes ne peuvent pas se déplacer. Alors, j'avais deux questions connexes. La première, c'était, est-ce que vous estimez qu'il y a une très forte demande auquel on ne répond pas forcément aujourd'hui en France? Et la deuxième, c'est, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être amené à refuser un client ou un bénéficiaire? Je pense effectivement qu'il y a une grande demande dans le sens où il y a tellement peu d'offres que des personnes peuvent être en demande pendant de nombreuses années sans avoir de possibilité de concrétiser ou en tout cas sans les entrevoir. Donc il y a une accumulation de cette demande qui peut être, voilà aussi, il peut y avoir des freins à la réalisation de cette demande au niveau par exemple de l'argent parce que voilà les services sexuels c'est quelque chose qui coûte en général assez cher. On peut pas, moi je peux pas faire une rencontre à toutes les 2 heures avec une personne handicapée. Il faut souvent se déplacer assez loin, etc. Donc ce sont des services qui sont coûteux. Donc cette combinaison de choses fait qu'il y a toujours une grande liste d'attente ou en tout cas on ne peut pas répondre à toute la demande. Et il y a aussi des freins institutionnels, voilà, des personnes qui aimeraient bien concrétiser mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un tiers pour être capable de mettre le tout en branle, si vous me pardonnez l'expression. Et Elle est adaptée, il n'y a pas de souci. tout à fait. Donc voilà, il y a tous ces freins-là et ça rend donc toute cette concrétisation extrêmement difficile. Trouver un tiers qui est non jugeant, qui est ouvert à toute cette symbolique de la prostitution et qui permet de concrétiser le tout, c'est pas évident pour les personnes. Pour ce qui est de ce qui pourrait m'engager à faire un refus, il y a une partie très logistique du déplacement. Donc, comme je dis, moi, j'ai des douleurs chroniques. Je n'ai pas de voiture, donc je me déplace avec le train et le vélo. À une époque, je faisais 4 départements. Maintenant, je suis en position pour recevoir et je me ménage. Je me dis maintenant que c'est important pour moi de faire des refus sur des situations que je juge épuisantes pour pouvoir aménager ma monture, être en mesure de faire plus d'accompagnement sur le long terme, ne pas me sentir dégoûtée de tout ça. Il y a aussi des refus qui vont être face à la démarche de la personne. Si je sens que en fait l'accompagnement qu'il me demande, c'est plus quelque chose par mail
qui cherchent pas à concrétiser spécifiquement la rencontre, qui font durer les échanges. Je vois bien que ce sont des personnes très isolées, qui sont très contents d'avoir une écoute et une réponse, mais moi, ça fait pas partie de ce que je prodigue comme accompagnement. Moi, je veux vraiment voir les personnes en personne. J'ai pas l'énergie pour maintenir des relations à distance. Et ensuite, il pourrait y avoir un conflit d'attente, notamment lorsque c'est un tiers qui fait la démarche. Alors, je pense aux parents en particulier, de personnes en situation de handicap cognitif, mental, comment dire. Si j'ai un entretien avec la personne et je me rends compte qu'en fait, ils sont beaucoup poussés par leurs parents, par leurs proches, peut-être que c'est pas le bon moment et donc je vais préférer refuser que de me retrouver dans une situation où la personne n'est pas si consentante ou en tout cas n'est pas enthousiaste à l'idée de faire ce travail avec moi. J'ai déjà eu des entretiens où une personne, en fait, il s'avérait qu'elle était homosexuelle. Donc moi, je ne concrétiserai pas une rencontre avec cette personne. Enfin, l'autre raison, c'est que... Excusez-moi, Oui. parce que c'était un homme. Ah oui, 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 c'était un homme. D'accord, oui, parce que sinon, Et en fait, il était poussé par sa mère à faire un homme de lui, hein. C'est un peu, il y a des attentes de normalisation par les relations sexuelles, par la normativité hétérosexuelle. Et donc, c'est ok, tu vas voir ta première fois, comme ça, on va pouvoir passer soit à autre chose, ou en tout cas, il y aura une relation plus saine aux femmes. Et en fait, la personne, il s'avérait qu'il y avait plus des questionnements sur sa sexualité qui semblaient aller vers de l'homosexualité. Donc moi j'ai dit, écoute, je suis quelqu'un qui peut être là en backup si un jour tu cherches à explorer, mais je pense qu'à cette étape-ci, je ne suis pas quelqu'un que tu devrais rencontrer, en tout cas tant que tu n'as pas vraiment cet intérêt à concrétiser quelque chose. Il y a aussi des personnes qui ont juste aucun intérêt, mais qui sont poussées par leur famille. Et d'accord. enfin, une dernière raison qui me ferait refuser, c'est si c'est des personnes que j'ai déjà vues et que j'ai l'impression soit que mon épuisement est extrêmement fort suite à une rencontre, euh, pour plein de raisons, hein, ça peut être de leur faute ou beaucoup moins de leur faute, en fait, des soucis liés à notamment les incontinences urinaires et fécales, par exemple, ou ça peut être des raisons de j'ai l'impression que mon travail ne porte plus fruit. La personne s'installe dans une relation confortable, ne souhaite plus se prendre en main, ne souhaite plus progresser dans des relations qui lui seraient saines et qui seraient non tarifées, alors que d'après moi, elle en a les capacités. Parfois, une rupture avec ce type de personnes accompagnées peut donner un peu la claque qui permet de réfléchir à sa situation et peut-être ensuite prendre un peu des risques dans la vie affective plutôt que de rester dans quelque chose d'aussi confortable avec moi. D'accord. Au travers de ce que vous nous expliquez, je me posais une question. Vous parlez beaucoup d'épuisement finalement, bon, qui peut être lié à votre fatigue propre. Est-ce que l'épuisement, il n'est pas aussi un peu psychologique, lié à des personnes qui ont des attentes que vous ne pouvez pas ou auxquelles vous ne voulez pas répondre? L'épuisement est souvent psychologique, soit parce qu'il y a des situations qui bouleversent, soit des questions de personnalité. J'ai envie de dire, on oublie que des personnes en situation de handicap qui demandent des accompagnements sont des clients comme les autres. Et dans la panoplie des personnes qui me contactent, il y a des personnes qu'on pourrait dire que c'est des gros connards en fait, hein. Il y a autant de personnes qui peuvent vouloir me faire perdre mon temps, qui ont un côté un peu pervers, qui ont envie de faire un peu de forcing. Il y a beaucoup de manipulation. Donc c'est propre aux relations femmes-hommes avec ce petit côté handicap qui peut servir à mobiliser de la pitié, donc des formes de manipulation que moi je voyais pas forcément dans un milieu vraiment plus valide et auquel j'étais pas à laquelle je n'étais pas prête. J'étais pas prête à défaire cette manipulation, la débusquer et à mettre plus facilement mes limites. Donc ça a été aussi un processus d'apprentissage pour moi, surtout dans le domaine du handicap physique, institutionnaliser des personnes qui ne sont pas en vie autonome. Et je comprends parfaitement, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là, parce que dans leur vie, plus elles font pitié, plus on leur donne ce dont elles ont besoin. Et c'est même pas ce qu'elles veulent, c'est vraiment ce dont elles ont besoin pour être capable d'avoir ça du système, un système qui leur prodigue pas trop d'autonomie, qui met en compétition différents handicaps. Et du coup, moi, j'étais pas prête nécessairement à ça, et c'est des situations qui sont épuisantes de se protéger face à ça, de pas laisser la relation sortir du cadre dans des directions qui sont pas
dont on n'a plus le contrôle en fait. Le cadre, c'est ce qui fait que notre relation peut évoluer dans un bon sens et saine. Donc il faut que je sois en mesure de le maintenir et ça peut être très épuisant. D'accord. Une question que je me posais également, c'était on s'imagine, enfin du moins moi, j'avais tendance avant de commencer à travailler sur ce sujet-là, sur cet article, je m'étais imaginé que la sexualité des personnes en situation de handicap était potentiellement très réduite par rapport aux personnes valides. Dans le sens où je m'étais imaginé que ceux qui font appel potentiellement à l'assistanat sexuel sont en situation de ne pas avoir d'expérience, soit du tout ou très peu. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y en a dans les personnes que vous rencontrez ou qui sont amenées à vous solliciter, qui ont des demandes précises, qui veulent découvrir quelque chose parce ils sentent que ça les habite. Alors moi, je suis assez sensibilisé au BDSM de par le fait que j'ai écrit un roman sur le sujet, mais je me demandais, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui veulent découvrir des choses spécifiques? Oui, tout à fait. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'aime mieux parler des sexualités des personnes en situation de handicap, de la même façon qu'il y a les sexualités des personnes valides. Et le terrain immense de la sexualité, il n'est pas moins grand pour les personnes en situation de handicap. On peut être très dans la cérébralité. Moi, une des choses que j'apprécie beaucoup dans l'accompagnement sexuel, c'est même les opportunités de créativité. Quand on tombe sur quelqu'un qui a des difficultés fonctionnelles, donc il y a des mouvements qu'il peut pas faire, etc. Là, on a un monde à découvrir et c'est peut-être une partie de ma tâche en tant qu'accompagnante d'aider à défricher, de partir comme je compare mon travail à une accompagnante de moyenne montagne. Je suis là à interpréter le territoire, à dire moi des choses, à proposer des choses que je sais faire. Et c'est d'autant plus intéressant quand la personne en face de moi propose elle aussi des choses. J'ai une anecdote là-dessus. J'accompagnais un jeune homme tétraplégique, on allait à l'hôtel dans la région parisienne et il me disait mais essaye de grimper sur tel meuble et si tu mettais tes genoux sur mon accoudoir que je puisse te bouffer le cul. Enfin, il y avait quand même des suggestions et on s'est vu quelques fois. Moi je suis rarement de passage à Paris, je fais plus de rencontres là-bas, mais un jour il a réservé l'hôtel d'à côté. Et l'hôtel d'à côté, le mobilier n'était pas pareil. Et là, on a grimpé différemment sur le mobilier. On a testé d'autres angles. On mobilise les oreillers. Moi, à la maison, j'ai un énorme ours en peluche et je m'en sers comme coussin sexuel, c'est-à-dire pour changer les angles de mon bassin et pouvoir tester d'autres positions. Par exemple, pour le cunilingus, moi, je le faisais debout. J'étais souvent debout pour les personnes paraplégiques, mais c'est pas une position qui est confortable pour moi sur un lit qui est un peu mou. Bon, bah, est-ce que on peut pas le faire pencher vers l'avant, mais mon bassin bien rehaussé? Est-ce que c'est pas plus confortable pour moi? Et l'idée, c'est vraiment de défricher tout ça pour que aussi les demandes puissent évoluer, que les personnes sachent qu'elles sont capables de sexer de ces façons-là et que peut-être dans leur vie personnelle ensuite elles puissent le faire. Et après, bah, vraiment pour en revenir à votre question, les demandes peuvent être assez spécifiques, pas au départ. En général, ça se fait dans la relation, de pouvoir dire, par exemple, à une personne tétraplégique qui a envie de tester le pegging, donc avec un god ceinture, pour voir si à l'intérieur il y a des sensations qui émergent. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, il y a eu des demandes, par exemple, d'utiliser un god bâillon. Non pas pour être bâillonné nécessairement, mais pour pouvoir, par exemple, être aux premières loges d'une pénétration, parce que la stimulation visuelle est très importante. Il y a des demandes aussi plus liées voilà, à des fétichismes soft, hein, comme des fluides, des choses comme ça. Il y a des demandes liées moi, ce que j'aime, je parle beaucoup du cunilingus. C'est quand on lèche beaucoup le cou, il y a des trucs qui s'appellent le transfert érogène, où la sensation, comme elle est réduite sur le corps, elle finit par être transférée dans d'autres zones et elle se développe au fur et à mesure qu'on le stimule. Et voilà, dans Intouchable, on voit bien la stimulation des oreilles. C'est drôle parce que la plupart des personnes tétraplégiques avec qui j'ai eu des discussions me disaient «Oh, Intouchable, ça nous a fait un tort incroyable». Et après, moi, j'étais là à leur lécher ce que j'appelle le clitoreille et ça fonctionnait tout à fait. Je me retiens de rire depuis tout à l'heure, mais Ah ben les anecdotes, il en pleut. Hein. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont difficiles, mais moi j'aime vraiment cet aspect par rapport à l'escorting.
Et je tiens aussi à spécifier que l'accompagnement, c'est un continuum, hein. Il y a vraiment des moments où on est plus dans un accompagnement, mais souvent il y a du cul pour le cul, en fait. Il y a du plaisir qu'on cherche à avoir. Et quand on est dans cette dynamique d'exploration avec tous les fous rires qui peuvent venir avec, parce qu'on est contraint par les fonctions, par le mobilier, par la logistique, en chambre d'hôtel avec une personne tétraplégique un peu lourde sur son fauteuil électrique, bah la personne reste sur son fauteuil électrique. Alors Ken sur un fauteuil électrique, ça veut dire beaucoup de crampes des fois, ou encore on peut se servir du lit. Et voilà, moi j'ai déjà fait un cunnilingus ciseau où j'étais allongée les épaules sur le lit et hop, les jambes retournent dans l'autre sens. Voilà, ça donne plein d'opportunités de chercher. Et si on est prêt à avoir les fous rires et à pas être très glamour quand on redescend de cette position, ça permet ouais, d'avoir des idées qui peuvent aussi s'appliquer ensuite dans la vie sexuelle valide si c'est ce qu'on vit aussi à côté. Mm. J'allais dire, c'est de la sexualité expérimentale, c'est presque de la recherche. Ah bah tout à fait, tout à fait. Et je pense Mais, que c'est quelque chose que toutes les personnes, dont toutes les personnes pourraient bénéficier, d'avoir cette curiosité, cette recherche. Euh, oui, on va chercher autant dans la tête, que dans le physique, et c'est extraordinaire. c'est effectivement quelque chose qui doit leur apporter un exotisme finalement que d'autres ne découvriront pas forcément Tout à fait. parce Après, qu'ils y sont obligés. oui, en fait, c'est de dire que la diversité, ça peut être tout à fait une richesse. Donc la diversité des fonctions du corps, hein, la diversité fonctionnelle, c'est l'expression qui est utilisée en espagnol pour parler du handicap. Et en fait, quand on a de la diversité, on a de la créativité. On a cette volonté d'essayer autre chose. Et ça, je trouve ça très bien, notamment pour les personnes qui ont eu un handicap en cours de vie. On dirait un accident ou une maladie dégénérative ou autre. Il y a un handicap qui est apparu, on est obligé de s'adapter. Des fois, il faut faire le deuil de pratiques sexuelles qu'on a vécues ou qu'on a espérées parce que elles ne se font plus. Et à partir du moment où ce deuil est fait et qu'on dit OK, j'ai envie d'essayer tout le reste, là, ça devient intéressant. J'avais envie de vous poser aussi une autre question qui concerne les sentiments, parce que finalement on parle de sexualité et ça a un côté très fun, c'est super. On parle pas que de sexualité ou d'asexualité, mais aussi de sensualité. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de finalement faire des rencontres qui débouchent sur des sentiments de la personne pour vous, ou inversement d'ailleurs? Bah, tout à fait, hein. On est dans l'humain et j'ai envie de dire que la plupart des gens sur leur lieu de travail peuvent éprouver des sentiments pour d'autres personnes qu'ils rencontrent dans le milieu de travail, qui peuvent être platoniques ou qui peuvent être plus profonds. Et forcément, quand on travaille avec l'intimité, c'est des choses qui peuvent émerger. Il y a le cadre dans lequel, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le cadre dans lequel s'exerce l'accompagnement sexuel qui permet de baliser tout ça, qui permet déjà de dire bon bah on est des amants temporaires. Moi je dis il y aura pas de grandes discussions avant, après par mail. Par contre, si vous m'envoyez un débrief de comment vous vous sentez, moi je vais absolument le lire et probablement y répondre. Voilà, je suis là aussi. Ça fait partie de mon accompagnement de pouvoir faire un débriefing, surtout sur des premières expériences. Où, voilà, ça fait partie d'un apprentissage en accéléré de la sexualité. Hein. Normalement, nous, quand on a appris la sexualité, on a fait des essais, des erreurs. Il y a des moments où ça s'est pas super bien passé, des moments où on a regretté. Et souvent, dans les personnes que j'accompagne, ce qui manque, c'est des opportunités. Et là, donc, on prend cette opportunité, on la travaille beaucoup plus pour mettre en capacité les personnes. Après, il y a des personnes avec lesquelles je vis de l'attachement ou j'ai un gros crush. Moi, j'ai la responsabilité de demeurer professionnelle en tout temps, donc de pas alimenter, de pas projeter finalement cette affection sur l'autre, parce que il ou elle est dans sa démarche et c'est sa démarche qui est au cœur de l'interaction qu'on a. Et je n'ai pas de problème non plus à ce que des personnes développent des sentiments pour moi. Je pense que c'est assez naturel. Et par contre, il faut pas qu'il y ait de l'espoir de concrétiser qui devient toxique, qui devient possessif, qui plombe la personne. Moi, j'ai envie de donner des ailes, de pas donner un boulet. Et il y a des ruptures que j'ai faites avec des personnes qui se servaient de la relation avec moi pour se morfondre, pour dire voilà, tu es la seule qui jamais ne pourra m'aimer, je suis un tordu. Voilà, j'ai des personnes qui finalement avaient un handicap beaucoup plus limitatif dans leur perception des relations que dans le handicap physique qu'ils portaient.
Ces situations-là, elles existent. Moi, en tant que professionnelle, c'est à moi d'avoir cette responsabilité de baliser, de réappliquer le cadre. Et quand on a un bon coup de foudre pour quelqu'un, qu'on passe un bon moment, que ça nous fait progresser, bah, c'est aussi quelque chose de très riche qu'on peut chérir. On peut aimer des gens sans vouloir passer sa vie avec. Je pense que je surprends personne. Moi, je suis polyamoureuse. Je me permets aussi d'éprouver de l'amour qui soit temporaire pendant la rencontre ou que ce soit quelque chose d'un plus profond. Je me permets de l'éprouver quand même, même si c'est dans un cadre très précis, cette relation. D'accord. Pour terminer donc cette interview, j'aurais voulu vous poser une question qui se rapporte à votre avenir. Comment est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voyez continuer cette activité longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous lasser ou est-ce que vous voyez continuer encore un certain temps? Est-ce qu'il y a toujours une passion pour ce métier? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous donner envie d'arrêter? C'est vrai que depuis que je suis en réception, c'est-à-dire que des gens viennent à moi, j'ai augmenté aussi le volume des rencontres. Je gagne maintenant beaucoup mieux ma vie que quand j'étais en déplacement face à la même fatigue que j'amène. Mais effectivement, le fait de voir plus de personnes, ça peut avoir un côté lassant. Moi, je compte beaucoup sur la diversification de mes services. Donc, je donne maintenant, je prodigue certains types de massages. Donc, il y a des gens qui viennent chercher une autre approche via ce type de massage du corps entier avec le corps, hein, du body-body, le NURU. Donc ça fait partie d'une transformation à la fois cérébrale. Voilà, je suis sollicitée différemment au niveau de mon mental et je suis sollicitée différemment au niveau de mon corps. Donc pour moi, ça m'aide à préserver mon corps, à éviter cette lassitude. Et j'espère aussi explorer de plus en plus des kinks. C'est quelque chose que j'ai fait au cours des 10 dernières années. C'est quelque chose que je propose aussi, tout ce territoire à explorer. Et ça évite cette lassitude. Aussi, j'ai plus de personnes qui sont pas handicapées, qui ont des besoins plus simples et alterner entre eux des besoins plus complexes, des rencontres très stimulantes avec quelque chose d'un peu ce que j'appelle pointer à l'usine, ressortir et plus avoir à réfléchir et pas faire de processing mental entre les séances. Voilà, alterner entre les deux me permet de tenir dans la durée. Moi, j'ai vraiment l'ambition de continuer tant que mon corps me le permet, c'est-à-dire que je suis suffisamment attractive et je crois que ça peut être encore longtemps. Et aussi que mon handicap soit pas trop intrusif et que ma fatigue me permette quitte à réduire le nombre de rencontres. Hein. Je gagne assez bien ma vie en ce moment. Je mets un petit peu de côté et j'aimerais au moins, voilà, pour les 10 prochaines années. Moi, je me projette bien dans les 10 prochaines années pour faire ce travail. Donc, au moins la mi-cinquantaine. J'ai pas d'autres ambitions en ce moment, malgré le fait que j'ai des formations et je pourrais sans doute exercer d'autres activités économiques. Ce que vous venez de me dire m'inspire une autre question. On sent, enfin moi je ressens à travers de tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, une certaine passion pour ce métier quand même, hein. Enfin, on sent bien que vous faites pas ça pour manger, quoi. Ah aussi, Et aussi. Je mange très bien aussi, grâce à ce métier. oui, aussi, du coup, je me posais la question entre le métier d'escorting et le métier d'assistante sexuelle, quelle différence vous voyez finalement? Parce que c'est une question que ce que vous venez de me dire m'inspire. Moi, j'ai toujours vu ça comme un continuum et je pense que j'en parle souvent aussi en interview dans les médias. Moi, c'est pas le handicap qui définit le fait d'être accompagné, c'est-à-dire qu'on peut être handicapé pour plein de raisons, dans sa vie sexuelle, dans sa vie sociale, des dysfonctions érectiles, être précoce. Voilà, on peut être accompagné pour des difficultés sexuelles ou relationnelles sans être en fauteuil, sans avoir de paralysie ou autre. Euh, j'ai perdu le titre de ce que Vous me disiez que pour vous, il y a un continuum, c'est-à-dire Oui, quelque oui, part, je ressens dans ce que vous dites que pour vous, il n'y a pas forcément de différence essentielle, oui, quoi, quelque oui, part. ouais. Donc D'accord. moi-même, je pense que dans l'escorting, les personnes qui ne pratiquent exclusivement l'escorting font souvent de l'accompagnement et il y a tout un continuum à l'intérieur de ça. C'est ce qui me fait voir a posteriori que ma démarche d'escorting, il y avait de l'accompagnement dès le départ. Donc effectivement, moi, je fais pas la différence quand une personne me vient par l'escorting et a besoin de quelque chose de plus accompagnant, a envie d'explorer la sexualité. J'applique les mêmes principes dans cette rencontre que je peux l'appliquer dans l'accompagnement sexuel dédié au handicap. Et dans les demandes qui me viennent d'accompagnement sexuel, on a des personnes en situation de handicap
qui tout simplement se sentent vulnérables face au milieu de l'escorting et souhaitent donc contacter quelqu'un qui se nomme ou qui a été formé en accompagnement sexuel et tout simplement pour des raisons de sécurité. Donc moi, je vois pas vraiment une différence profonde. Je vois différents degrés de demande d'accompagnement, divers degrés de demande de satisfaction sexuelle aussi. Et je pense que cette flexibilité-là, il faut la reconnaître aussi dans des métiers qui sont pas labellisés accompagnement sexuel, comme voilà les autres métiers du travail du sexe, des dominatrices, des cam girls. Il y a énormément d'accompagnement qui est fait dans ces moments-là. La distinction, elle est surtout faite pour trouver de la clientèle, c'est-à-dire qu'il y a un côté très marketing. Donc s'afficher comme une personne safe pour ces personnes-là qui sont dans cette demande. Et aussi pour les tiers, donc les personnes qui les accompagnent dans cette démarche pour qu'elles soient rassurées, pour qu'elles sentent que c'est pas un guet-apens ou autre chose. Et aussi, vu que c'est très associé sexe et handicap, l'accompagnement sexuel, c'est un mot-clé en fait pour que les gens nous trouvent quand ils vont chercher une prestation sexuelle. Et bien sur ce, je n'ai plus de questions à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Je pense que c'est important de se rappeler que sexualité et handicap n'est pas équivalent à accompagnement sexuel. Moi, le but de la plupart de mes accompagnements, sauf dans des cas assez extrêmes, c'est que les personnes puissent prendre leur envol dans une sexualité soit handi-valide, soit handi-handi, donc faire des rencontres, expérimenter avec leur corps, se sentir plus à l'aise, se sentir capable. Mais il y a énormément de personnes pour qui l'accompagnement sexuel n'est pas du tout adapté. Et les principales actions que notre société devrait faire pour permettre à la sexualité des personnes handicapées de s'exprimer, c'est s'assurer de désinstitutionnaliser, donc favoriser la vie autonome au maximum, de travailler sur l'accessibilité des lieux de rencontre, des lieux où on peut avoir une vie sociale riche. C'est ce qui permet, en décloisonnant la société, en ne laissant pas les personnes handicapées de côté, c'est ce qui permet de la même façon qu'on dirait jamais à quelqu'un de valide, t'es valide, va voir une prostituée. C'est pas une solution qui convient à tout le monde, c'est pas une démarche qui convient à tout le monde que d'aller vers l'accompagnement sexuel. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on fait. On pense sexe et handicap. Accompagnement sexuel. C'est quand même une infime partie des personnes à qui ça convient comme démarche. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez pu apporter. Je pense que ce sera éclairant pour pas mal de monde. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. L'épisode de la semaine est maintenant terminé. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.